Parlons un peu d'amour. Oui d'accord, on est encore dans les élans de la Saint-Valentin, je vous l'accorde. Et accessoirement, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Joyeux anniversaire, Nani. Oui, je m'entends très bien avec ma belle-mère. Depuis 15 ans, les super-héros et la science-fiction ont pris un level up monumental. Le rapport, j'y viens. Entre Disney qui rachète Marvel ou même encore Warner qui s'amuse à titiller les ligaments frileux du DCU, on a même Netflix et Amazon qui tentent l'expérience en rentrant dans le game parfois de façon un peu brutale. Parfois c'est brillant et parfois... Bref, la science-fiction a littéralement colonisé notre quotidien. Et si aujourd'hui on a tendance à penser que tous ces univers sont véhiculés principalement par les écrans, la littérature, ou je ne sais encore quel autre support vidéoludique, il existe un autre moyen, un autre univers permettant de réunir les communautés. Les conventions. Oui, tu sais, c'est ces lieux où les gens quittent leur ordi pour socialiser en masse. Les conventions et la science-fiction, c'est un couple quasi parfait. Oui, je vous ai dit qu'on allait parler d'amour. Un genre de Roméo et Juliette avec des sabres laser, des robots, peut-être un petit peu moins de tragédie. Quoique... Au cœur de cette relation, il y a pour moi deux acteurs historiques et majeurs qui ont joué un rôle clé. Je ne sais pas de qui je parle, pourtant tu les connais. Star Wars et le Comic-Con, le couple quasi parfait. Oui, c'est notamment ce mariage qui semble frauduleux sur le papier qui pourtant a révolutionné et réinventé la convention moderne. Moi, c'est GA pour les intimes, Des pour les autres, mais surtout chef de projet événementiel. Et si tu es prêt pour un maxima de romantisme, je vais te conter leur histoire d'amour. Avant de parler de cette love story, revenons aux bases. Parce que les conventions, en réalité, ça date pas d'hier. C'est pas nouveau du tout. Au même titre que Star Wars n'est pas du tout la première œuvre de science-fiction cinématographique. Ah non, il y a eu énormément de supports avant. Il y avait des comics, des œuvres littéraires, plein d'exemples. Évidemment, tout ça existait bien avant qu'on voit nos premiers cosplays en carton-pâte de Dark Vador défilant des allées moquettées ou des queues de 6 heures pour un autographe. Je devrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Pourquoi est-ce que les conventions invitent tout le temps des acteurs qui leur coûtent trop cher? Dis-le-moi en commentaire si jamais tu veux que je fasse ça. Les premières conventions science-fiction, elles sont en réalité arrivées dans les années 30 et 50. Se rassembler dans des petits salons pour discuter de plein de sujets différents. Des dernières œuvres littéraires basées sur les aliens, parler de fusées, pourquoi est-ce que Mars est rouge. Par exemple, on avait la World Science Fiction Convention, qui était créée en 1939 et qui était le véritable premier rendez-vous des amoureux de la SF. Ça avait l'air très sympa. Si pendant très longtemps ces petites conventions avaient lieu de façon régulière un peu partout aux États-Unis, eh bien c'est à partir des années 70 qu'on a eu une petite révolution dans le game. La naissance du Comic-Con dans les années 70. Ah ouais, c'est aussi vieux que ça, ouais. En 1970, la San Diego Comic-Con voit le jour avec pas moins de 300 participants, un hôtel, et aujourd'hui c'est encore une histoire qui dure. C'était un peu une soirée avant-première entre passionnés un petit peu plus grands, parce que c'est vrai que quand t'as 300 copains, ça fait une grosse soirée quand même. Rigolez pas, pour un premier event, 300 participants, c'est tout à fait louable. Surtout vu la popularité de la science-fiction à l'époque. Mais pour revenir vite fait aux origines du Comic-Con en lui-même, on réalise très vite que c'est tout simplement une convention faite par des fans pour des fans. Il a été fondé en 1970 par un groupe de passionnés de bande dessinée, de cinéma et de science-fiction. Sheldorf, Richard Alf, Ken Kruger, Mike Torrey, Barry Alfonso, Bob Sourk et Greg Beer. Et mon accent, vous? Leur objectif, c'était tout simplement de créer un rassemblement autour de la culture pop. D'ailleurs, la première édition se nommait San Diego's Golden State Comic-Con Minicon. Rien que ça. Cette édition s'est tenue en mars 70 à l'hôtel Hughes Grand. When you think of Comic-Con, you probably think of the convention center. But did you know the very first con was held right here? Et puis c'est en 1977, 7 ans après la première édition du Comic-Con, qu'un certain... comment il s'appelle déjà? George Lucas? Non, vraiment, ce nom vous dit rien? Le jeune homme est un réalisateur visionnaire qui ramène un petit film de petite composition qu'il a appelé Star Wars. Et bon, ça revient. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant même la sortie du film, en 1976, George Lucas avait déjà échangé avec les responsables du Comic-Con pour présenter la bande-annonce de son film. Ce à quoi les responsables de Comic-Con ont dit « Ok ». Et lors de la projection, les gens étaient genre « Ouais, ok, il y a des vaisseaux spatiaux. Ah, c'est sympa, ouais. » Ignorant. Et si cela était une première marche, je peux vous garantir que après 77, c'est-à-dire dans les années 80, là on commence à jouer un autre game. C'est simple, tout explose. Les conventions deviennent gigantesques. À votre avis, grâce à qui? Monsieur Lucas!
Eh ben oui, parce que quand Star Wars sort au cinéma, c'est littéralement l'euphorie. Les gens se prennent au jeu, et petite fun fact encore une fois, c'est notamment par ce biais-là que le cosplay est devenu un art populaire. Non, désolé, c'est pas les Japonais qui ont inventé le cosplay, faut arrêter avec ça. Hein. Et si les années 80 sont la base d'une relation solide entre la science-fiction et les conventions, c'est bien dans les années 90 qu'on va commencer à bien consolider tout ça. Oui, parce qu'on parle d'évolution, mais surtout d'expansion. Au fil des ans, on est allé au-delà de la bande dessinée au Comic-Con. Films, des séries, et j'en passe. D'année en année, Comic-Con devient tellement grand qu'il est obligé de déménager régulièrement pour continuer d'accueillir de plus en plus de visiteurs. Cortez Hotels dans les années 70, puis Convention and Performing Arts Center en 1979, et ils ont terminé à la San Diego Convention Center en 1991, où il se tient encore aujourd'hui. Comic-Con a survécu au Covid. Et donc Comic-Con San Diego aujourd'hui c'est quoi ? C'est juste l'un des plus grands rendez-vous de la science-fiction, voire même de la pop culture en règle générale. Et donc la question que l'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que les conventions, c'est devenu un paradis pour les fans ? Et comment ça se fait que ça tienne toujours le choc ? Bon, il y a plusieurs raisons. Et non, ce n'est pas forcément pour acheter une figurine de Leia Slave à 300 €. Non, avant tout, c'est surtout un lieu de rassemblement. Les conventions, c'est un petit peu comme une réunion de famille. Bon, sauf que tonton Michel ressemble à Chewbacca et que ton petit cousin dirait un Jawa. Mais c'est surtout un lieu où plusieurs personnes qui partagent une même passion se réunissent pour pouvoir échanger et discuter. C'est généralement quelques jours hors du temps où tu vas pouvoir te concentrer sur tes passions. Ça devient même un rendez-vous récurrent, un peu comme la fête de Noël. Et c'est ça qui est cool justement dans les conventions telles que Comic-Con. Si au début on ne s'intéressait principalement au cas des héros de bande dessinée ou à quelques œuvres de science-fiction, là aujourd'hui c'est plus du tout le même game, hein. C'est un terrain fertile pour les nouvelles idées, mais aussi pour des rencontres prestigieuses et grappiller des annonces si crépitantes que croustillantes. Et ça, les annonceurs aux dents de sabre qui rayent le parquet là, ils l'ont bien compris. Les exclusivités et les annonces. Le largage de bombes préféré des annonceurs. Exemple, Andrew Garfield qui annonce son rôle de Spider-Man, ou plus récemment, Robert Downey Jr. en Doctor Doom, les rumeurs 2024. C'est un vivier permanent. Vous laissez traîner quelques théories pendant quelques mois sur la toile et vous la faites confirmer ou non sur le Comic-Con. Ah, je vous assure, c'est un truc qui fonctionne. Et ça, les annonceurs tels que Disney, Warner, HBO et j'en passe, ils ont tout compris. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que c'est justement the first public, le cœur de cible, celui qui dans tous les cas consommera ce que tu proposes. Idéal pour pouvoir faire des premières annonces et ensuite prendre la température pour la suite. Est-ce que ça joue toujours en la faveur des licences ? Je peux pas vous garantir que oui, mais on sait que c'est un rendez-vous qui marche et que les annonceurs sont parfaitement conscients que le public qui se rend dans ce type de convention est extrêmement important pour leur fanbase. La sensation est aussi extrêmement agréable pour le fan, il se sent privilégié. C'est un petit peu comme si t'avais ta part de pizza avant tout le monde. Mais je pense que le comble de la consécration de cet amour entre l'événementiel et la science-fiction, c'est quand la licence elle-même devient l'événementiel. Ah, vous voyez pas de quoi je parle ? Ah, pourtant, je vous assure qu'on en a parlé il y a pas si longtemps, hein. Est-ce que Star Wars The Celebration, ça vous parle ? Ah ouais. Quand t'arrives au gap de la licence qui devient un événement, là, vraiment... La licence devient le média. Parfait. Mais alors là, franchement, si Comic-Con c'est une méga soirée, concernant par exemple les fans de Star Wars, je peux vous garantir que la Star Wars Celebration, c'est la soirée VIP. Alors oui, sur cette période de Saint-Valentin, je le dis clair et net, la science-fiction, les super-héros, la pop culture, avec les conventions, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des décennies. Et elle continue de perdurer, parce que si le San Diego Comic-Con aujourd'hui est une référence absolue, il existe 1001 autres exemples dans le monde. Par exemple, nous en France, on a Comic-Con qui existe déjà. Après, on a d'autres salons thématiques tels que Japan Expo, Paris Manga, Toulouse Game Show, il y en a des tonnes. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, si vous avez envie que je parle de ces conventions en particulier, alors aujourd'hui, il y a plein d'autres licences qui sont venues complémenter tout ça au fur et à mesure des années. Et Star Wars dans tout ça, c'est un peu un petit élément déclencheur, mais la base de base, elle est partie quasi de là. Et c'est beau. Non, parce que te dire que l'un des plus gros salons événementiels de pop culture au monde s'est forgé à partir de ça, là... Tu te dis, wow, l'humanité est capable de tous les miracles. Mais après, les conventions, c'est pas juste des événements. Ce sont des temples pour les fans, des lieux de rencontre, des lieux de retrouvailles, où chacun peut être comme il veut et où il peut se déconnecter du temps pendant quelques jours. Et en vrai, c'est un peu ça le principe de l'événementiel, c'est de te déconnecter de ta réalité pendant un temps donné. C'est un feu d'artifice. Et nous, les chefs de projet événementiels, on aime bien dire qu'on est des créateurs de moments. Wow. Putain, ça ferait une super pub sur un paquet de céréales, ça.
Je pourrais rentrer plus en détail sur l'histoire de San Diego Comic-Con si ça vous intéresse. Mais déjà, juste parler de cette belle relation entre la pop culture et l'événementiel, je trouvais que c'était un événement important et rien de mieux que pour l'illustrer que de parler de cette fameuse relation fusionnelle. Bon, même si Star Wars s'est un peu cassé en faisant sa propre convention, c'est pas très sympa pour Comic-Con, mais vous inquiétez pas, il s'en remet. Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir en convention ?